Le jardin de l'Élysée, c'est quand même magnifique. Hein. Ouais, c'est beau, n'est-ce pas? Ah ouais. Alors tu sais que le palais de l'Élysée est quand même ouvert au public. Alors il y a 20 000 personnes en général pour les journées du patrimoine, et puis régulièrement, on accueille des classes et des visiteurs. Ça fait au total 40 000 personnes qui ont accès par an. À l'origine, si tu veux, Napoléon avait acheté le palais de l'Élysée pour sa sœur Caroline, qui avait épousé le maréchal d'Empire Joachim Murat. Et quand celui-ci est monté sur le trône de Naples, eh bien Napoléon a dit « Oh ben moi je vais récupérer le palais de l'Élysée et je vais y vivre avec Marie-Louise et Napoléon le petit ». Tu sais que ça s'appelle les Champs-Élysées, c'est juste derrière les Champs-Élysées. Ah, bien sûr. Parce que c'est des champs, Oui. on est à la campagne. Et en fait, ce que Napoléon voulait faire, eh ben, c'est d'avoir une résidence de campagne, un peu comme au début de son mariage, il avait eu avec Joséphine à la Malmaison. Ouais, bah c'est sympa pour y passer ses week-ends. Ouais. Je vais te dire la vérité, Laurent, c'est que Napoléon n'a pas vraiment l'occasion de passer des week-ends en famille ici au Palais de l'Élysée, parce que à partir de 1812 commence la campagne de Russie, et ce qu'il croyait être une partie de campagne va s'avérer beaucoup plus difficile pour lui que ce qu'il avait espéré. Si Napoléon décide d'envahir la Russie, c'est que le tsar Alexandre n'a pas respecté un accord qui lui a interdit de faire commerce avec l'Angleterre. Napoléon veut abattre l'Angleterre, et il veut l'abattre économiquement, donc il a fermé toute l'Europe aux marchandises anglaises, sauf qu'elle passe toujours par la Russie. Face à cette trahison, Napoléon décide d'aller combattre le tsar sur ses terres et rassemble une immense armée avec des soldats venus de Pologne, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne ou de Croatie. Il y a 600 000 hommes, plus de 100 000 chevaux, des centaines de canons. C'est une force militaire considérable, absolument inouïe, et qui semble absolument invincible. Et au début, ça fonctionne. L'armée russe est battue lors de la bataille de Borodino. Mais Napoléon veut forcer le tsar Alexandre à la reddition. Il décide donc d'envahir Moscou. C'est étrange. On dirait qu'il n'y a personne pour défendre Moscou. Le tsar nous a abandonné la ville. Le tsar est un adversaire rusé. Il a tout prévu. Moscou est déserté de la plupart de ses habitants, laissant à Napoléon une ville vide et quasiment sans provisions. Pire, les Russes mettent le feu aux bâtiments. Et pendant 6 jours, Moscou se consume sous les yeux impuissants des troupes de l'empereur. Et l'incendie va être énorme parce que 80% de la ville de Moscou était construite en bois. Et cet incendie va détruire des vivres, des abris pour les soldats français. C'est la politique de la terre brûlée. En fait, les Russes lui montrent qu'ils sont prêts à tout, en fait, pour lui résister. Napoléon n'a pas d'autre choix que de rapatrier ses troupes en France. Un retour qui se transforme en véritable cauchemar pour une armée qui affronte le plus redoutable des ennemis, l'hiver russe. Les soldats ne sont pas forcément équipés à un froid pareil, d'autant qu'évidemment les chevaux qui les accompagnent meurent aussi, meurent du froid. Les soldats sont même obligés d'éventrer leurs chevaux et de dormir dans leur bête tellement il fait froid. Et c'est une hécatombe. 200 000 soldats trouvent la mort et plus de 250 000 sont faits prisonniers ou désertent lors de cette lente agonie glaciale. Cette campagne de Russie va s'avérer un véritable désastre pour Napoléon, d'autant que les soldats qu'il avait toujours soutenus se détachent de lui. Ça va être la marque de rupture avec les soldats de l'Empire. Eh ben, tu te rappelles la phrase de Talleyrand, hein, son ministre des Affaires étrangères, qui disait « Cette guerre de Russie, c'est le début de la fin ». C'est la Bérésina. C'est resté dans le langage courant. Tu sais d'où vient cette expression, c'est la Bérésina. Ah oui, c'est une rivière. C'est une rivière, effectivement, qui est dans l'actuelle Biélorussie, qui n'est pas une déroute, parce que ce qui est fou, c'est quand on dit c'est la Bérésina, on pense synonyme de déroute. Mais non, c'était une victoire des troupes françaises en Russie, mais au moment de se retirer, de rentrer vers la France, eh bien, il passe cette rivière qui est gelée, la glace se brise sous les pas des chevaux et des soldats, beaucoup meurent dans la Bérésina, et c'est resté dans le langage courant, là c'est la Bérésina. Je te propose maintenant d'entrer dans l'Élysée. J'aimerais te montrer quelques pièces qui sont restées eh bien, dans l'état du temps de Napoléon. Ah oui, quel magicien qui ouvre toutes les portes. Oui. Ça te plaît, Laurent? C'est magnifique. C'est quand même très solennel d'être là, je veux dire. Ah, c'est le patrimoine de la France. Alors tu vois, mon cher Laurent, nous entrons ici dans le vestibule d'honneur du Palais de l'Élysée avec ce magnifique escalier de style empire.
Ah ouais, je vois bien. C'est l'escalier qu'on voit à la télé, hein. Quand on voit les conseillers du président qui montent en courant pour rejoindre son bureau au premier étage. Toutes ces palmettes dorées, c'est une référence directe aux victoires de Napoléon. Au fond, ce qui a donné le style empire à ce palais, ce sont les Murat, Joachim et Caroline Murat, qui donnent ici des fêtes somptueuses, des bals. D'ailleurs, Napoléon, dit-on, il venait incognito pour écouter ce qu'on racontait sur lui. Alors, après la campagne de Russie, toute l'Europe est coalisée contre Napoléon. En octobre 1813, la bataille de Leipzig va durer 3 jours, et pour la première fois, Napoléon va perdre. Il n'était pas invincible. Non. Non, et d'autant plus que là, les armées françaises sont en déroute, c'est-à-dire que les frontières françaises sont enfoncées. Et le 6 avril, il signe son acte d'abdication.